Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour le top film de 2021. Et croyez-moi, cette année, on a eu énormément de bons films. J'ai vu exactement 115 films de 2021 cette année, ce qui est absolument énorme, c'est mon record absolu, mais vu que maintenant j'ai un appartement près d'une grande ville et que je peux du coup aller au cinéma un peu plus régulièrement, c'est sûr que ça m'a quand même pas mal aidé. Mais du coup, c'était l'objectif, voir au moins une centaine de films pour être un minimum objectif entre guillemets, essayer de regarder le plus de films possible. Et donc voilà, je suis plutôt content, on va essayer de faire la même chose l'année prochaine, mais j'ai vu 115 films cette année. Et dans ce top film de 2021, il y a exactement 20 films, à savoir 10 films qui sont des mentions honorables, et 10 films que je vais classer de la 10e à la première position. En tout cas, clairement, c'est ma meilleure année cinéma, que ce soit par le nombre de films que j'ai vus, mais aussi par les films que j'ai vus en eux-mêmes, car vraiment, j'ai vu des films absolument incroyables cette année, dont quelques-uns qui vont clairement marquer ma vie. Mais bref, ne perdons pas plus de temps, je sais que vous voulez qu'on commence tout de suite ce top film, et bien commençons par les mentions honorables. Voici 10 films qui n'avaient pas la place de rentrer dans le top 10, mais dont je voulais quand même vous parler, parce que pour moi ce sont d'excellents films, je vous les balance sans ordre particulier, ce sont les 10 films qui auraient pu rentrer, mais qui finalement ne sont pas rentrés. Tout d'abord, The Empty Man, un petit film d'horreur qui est sorti sur Disney+, qui est passé totalement inaperçu, clairement personne n'en a parlé, et je trouve ça dommage parce que c'est clairement un très bon film, avec une ambiance absolument glaçante. Les premières minutes, en tout cas les 15-20 premières minutes sont un petit peu séparées du reste du film, et c'est clairement pour moi l'une des scènes, en tout cas l'une des séquences qui m'ont le plus impressionné cette année. Vous allez comprendre si vous voulez regarder le film, et le reste du film est également très bon. Il est un peu longué, moi-même je le reconnais, mais je trouve que l'ambiance est absolument incroyable. Donc si vous voulez un bon film d'horreur vraiment qui fout les boules, pour moi c'est le cas, je vous le conseille. Ensuite, Un homme en colère de Guy Ritchie, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo des films de mai-juin, je vous renvoie à la vidéo en question si ça vous intéresse, mais du coup, je souhaite le citer dans mes mentions honorables, parce que c'est quand même un film d'action très impactant, qui a pas forcément des scènes d'action exceptionnelles, mais plus, elles sont pas forcément impressionnantes, mais elles sont excessivement bien filmé, il y a vraiment une tension énorme, et notamment du coup lors de la dernière scène, et je trouve que j'aime bien la BO, j'aime bien Jason Statham, je trouve vraiment qu'il en impose, et voilà, je voulais quand même le citer, c'est pas forcément le film que j'ai le plus aimé cette année, mais franchement c'est l'un des meilleurs thrillers que j'ai vu cette année. Ensuite, ça va pas plaire à certaines personnes qui l'auraient plus mis dans leur flop, mais je m'en fiche, Malignant, je maintiens toujours que j'ai adoré ce film, que c'était un film totalement barge, pas dans le sens où c'était mauvais, mais dans le sens où j'ai été surpris de A à Z, il y a eu plein de surprises. Le film n'est pas parfait, je le reconnais moi-même, mais c'est un film devant lequel j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, donc je le mets aussi dans mes mentions honorables, car c'était l'un de mes plus gros plaisirs de 2021. Ensuite, Last Night in Soho de Edgar Wright, dont je n'ai pas parlé sur la chaîne, qui était un excellent film. Je l'ai pas mis dans mon top non plus, parce que j'ai vu des films qui m'ont un peu plus intéressé, mais clairement, ce film est l'un des meilleurs films fantastiques de cette année, avec un scénario aux petits oignons, une réalisation encore plus aux petits oignons, des actrices principales, donc Mackenzie Foy, je crois que c'est ça son nom, et Anna Taylor-Joy sont absolument sublimes. Puis l'ambiance un peu 60, cette histoire fantastique aux multiples rebondissements, enfin bref, ce film est vraiment excellent et si vous l'avez pas vu, je vous le conseille grandement. Ensuite, comment ne pas le citer, Dune, il n'est pas dans mon top, parce que c'est pas forcément le genre de film qui me fait le plus vibrer, mais clairement ça reste l'un des meilleurs films de 2021, je pense qu'on la majorité sera d'accord sur ça, mais c'est pas non plus mes 10 films préférés de cette année, mais je tiens quand même à le citer, parce que ça reste un film majeur de cette année, et on a très hâte d'ailleurs de voir la partie 2, qui risque d'être grandiose. Ensuite, Les Éternels, dont je n'ai pas non plus parlé sur la chaîne, l'un des derniers Marvel qui est sorti, et clairement le meilleur Marvel de 2021, oui, au-dessus de Spider-Man No Way Home, je suis désolé, mais Les Éternels, il y avait plein de créativité, l'histoire était passionnante, les acteurs et actrices étaient incroyables, franchement, c'est encore une fois pas un film parfait, il est un peu longué, je peux comprendre qu'on puisse trouver ça un peu longué, personnellement c'est passé assez vite, mais je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. Ceci dit, quand je vois les critiques américaines ou même en France qui disent que c'est l'un des pires films de chez Marvel, et au contraire, Spider-Man No Way Home c'est le meilleur, voire l'un des meilleurs films de tous les temps, bon, les goûts les couleurs, mais bon, je suis désolé, pour moi Les Éternels ça reste un film quand même bien supérieur à Spider-Man, sur tous les plans, mise en scène, histoire, etc. Même si, pour le côté nostalgique, évidemment, il y a une petite préférence pour Spider-Man No Way Home, mais je préfère quand même au final, dans sa globalité, Les Éternels. Ensuite, Le Dernier Duel, dont j'ai parlé seulement en live, il me semble, un très bon film, un excellent film même, de Ridley Scott, qui nous parle d'une histoire vraie qui s'est passée, il me semble, durant le
12e ou 13e siècle, je me rappelle plus exactement quand ça s'est passé, mais du coup cette histoire de cette femme qui va se faire violer, il faut le dire clairement, par un homme, et du coup il va y avoir un duel judiciaire entre cet homme et le mari de cette femme. C'est un peu compliqué à expliquer, etc., mais je préfère que vous découvriez le film, parce que c'est un film déjà dans sa narration qui est assez surprenant, parce que c'est un film qui est un peu divisé en 3 parties. Je n'en dis pas plus parce que moi ça m'a surpris quand je l'ai vu le film, mais en tout cas c'est une réalisation vraiment incroyable de Ridley Scott. Le fameux duel est assez impressionnant, les acteurs sont exceptionnels, bref, je peux que vous conseiller, et moi qui suis un peu en licence d'histoire, c'est vrai que ça m'a encore un petit peu plus touché, mais ça fait pas non plus partie de mes 10 films préférés de cette année. Ensuite, les Mitchell contre les machines, là encore j'en ai parlé dans ma vidéo de mai-juin, l'un des meilleurs films de Netflix, clairement, même si de base c'était pas être une sortie Netflix, ça devait être une sortie Sony Pictures, mais en tout cas c'est un excellent film d'animation même incroyable, hein, je trouve vraiment que ce film est exceptionnel. Il fait pas non plus partie de mon top 10, vous allez comprendre, mais je vous conseille vraiment de voir ce film, c'est vraiment une pépite de créativité, d'humour, d'émotion, un petit peu, mais c'est pas non plus ce qui m'a le plus touché, mais en tout cas je trouve que c'est quand même un film plutôt intéressant dans les thèmes qu'il aborde, et c'est quand même un film très drôle et très créatif, donc moi je ne peux que vous recommander les Mitchell contre les machines. Ensuite, Comment je suis devenu super-héros, un film français de super-héros qui malheureusement est sorti sur Netflix alors que de base il devait sortir au cinéma. C'est vraiment dommage, moi je l'ai vu au cinéma personnellement, hein. Je vous ai fait la critique il y a maintenant plus d'1 an, où je l'avais vu du coup au festival de Deauville, et moi j'avais absolument adoré, voilà, c'est pas un film parfait encore une fois, mais j'ai trouvé que c'était une proposition vraiment ambitieuse, vraiment intéressante. Malheureusement il s'est fait défoncer par tout le monde, bon, c'est dommage, moi je peux comprendre les défauts qu'on lui reproche, mais pour moi, on exagère quand même beaucoup sur les défauts de ce film, et je trouve que le film a quand même énormément de qualité qui gomme un peu ces défauts que certains ont reprochés. Donc moi, je vous recommande Comment je suis devenu super-héros, ça fait partie de mes films préférés de cette année. Au moins tentez d'expérience, franchement, je peux que vous conseiller de tenter ce Comment je suis devenu super-héros. Et enfin, pour finir, un film qui était à 2 doigts de rentrer dans mon top 10, mais vu que je l'ai vu déjà hier au moment où je tourne cette vidéo, je pense que j'ai pas assez de recul pour décider ça, et même, je pense quand même que je préfère les films qui sont au-dessus. Bon, l'avenir le dira, mais en tout cas ça fait pas partie du top de ce que j'ai vu cette année, mais du coup c'est Don't Look Up, un film incroyable, une satire vraiment mordante de notre société, évidemment très exagérée parce que c'est un film un peu humoristique, où il y en a qui disent oui, c'est quand même exactement ce qui se passe actuellement. Bon, le problème c'est qu'avec ce genre de film, il y a des gens qui réinterprètent le message de manière un peu trop directe, mais non, au-delà de ça, ça reste un excellent film, très divertissant, plutôt drôle, même si clairement, la plupart l'ont dit, mais c'est plus déprimant qu'autre chose sur certains aspects, parce qu'on se rend quand même compte de la connerie humaine, hein, clairement. Et donc je ne peux que vous le conseiller, un casting exceptionnel, une histoire vraiment ultra intéressante, et voilà. C'est sur Netflix, jetez-vous dessus, c'est incroyable. Petite précision, il n'y aura pas de flop film sur ma chaîne, tout simplement parce que je n'ai pas envie de parler de films que je n'ai pas aimés, en tout cas les mettre en avant à travers une vidéo flop. Personnellement, c'est pas ma vision du cinéma, j'ai pas envie de mettre en avant des mauvais films sur ma chaîne, donc je ne ferai pas de flop, et je pense que je n'en ferai plus, parce que l'année dernière j'en ai juste fait 2, et même ces 2 films que j'ai présentés l'année dernière, en soi je les déteste pas non plus, donc ça me paraissait un petit peu inutile. Mais si vous voulez avoir mon avis sur quelques films que je n'ai pas beaucoup aimés, prochainement il va y avoir un récap film de 2021, c'est-à-dire je vais parler de tous les films dont je n'ai pas parlé, que ce soit dans les tops ou dans les vidéos critiques, ce qui fait que vous aurez mon avis sûrement sur des mauvais films, puisque je vais pas y échapper, mais du coup je les mettrai pas en avant non plus. Et voilà, maintenant on va attaquer le top 10, je précise que c'est un top subjectif, tout comme les mentions honorables, vous avez le droit de ne pas être en accord avec moi, vous avez le droit de détester ces films si vous le voulez, mais c'est mon top personnel, hein, c'est peut-être pas objectivement les meilleurs films, mais je préfère faire un top subjectif plutôt qu'un top objectif que vous avez vu et revu, genre en mettre Dune en première place par exemple, bon, non, moi c'est pas le cas, donc moi je le mettrai pas, et puis voilà. Je vous propose d'attaquer tout de suite avec la 10e place, en 10e position, Tous en scène 2. Faites de grands et magnifiques rêves. C'est ce que j'ai toujours dit, non? On a toujours le choix. C'est juste que j'ai jamais eu le courage de faire le bon. Alors oui, je sais que Tous en scène 2 n'est pas un film exceptionnel. Mais il faut aussi parler avec le cœur, et ce film, je l'ai adoré tout simplement parce que déjà je kiffe les films d'animation, mais aussi parce que je kiffe la musique. Et vu que c'est un film où ça chante tout le temps, et où ça chante des chansons que j'adore, donc il y a du Coldplay ou ce genre de choses, c'est vraiment
un film qui m'a parlé et j'ai vraiment adoré. Quand je suis sorti de la salle, j'avais vraiment la banane quoi. Vraiment, j'étais super heureux. J'arrête pas de réécouter d'ailleurs la BO depuis que je l'ai vu. Et enfin voilà quoi. Moi c'est un film que j'ai adoré. C'est pas un film exceptionnel qui mériterait objectivement de finir dans un top 10, mais ça fait partie de mes plus gros plaisirs au cinéma cette année. Donc c'est pour ça que je le mets en 10ème position, même si d'autres films auraient mérité leur place. Bah voilà, ça reste mon top, et personnellement, ce Tous en scène 2, j'ai adoré, j'ai pris du plaisir à retrouver des personnages plutôt bien écrits, très attachants, avec des musiques et des scènes de musique exceptionnelles. Donc voilà, Tous en scène 2, ça arrive en 10ème place. Et si vous voulez plus d'informations sur ce film, je vous renvoie à ma critique que j'ai faite il y a maintenant quelques semaines. On passe maintenant à la 9ème position. En 9ème position, Zack Snyder's Justice League. He said the age of heroes would never come again. It will. It has to. Le miracle de cette année. Clairement. Si on m'avait dit en 2017, après avoir vu Justice League et la version cinéma qui était vraiment pas folle, que 4 ans plus tard on allait se retrouver avec la version du réalisateur en format pas 4 tiers, mais en tout cas en format carré de 4 heures, j'y aurais pas cru hein, honnêtement, et pourtant c'est arrivé. Cette année, on a eu la version de Zack Snyder de son Justice League, et clairement, c'était un gros kiff. La différence de traitement entre la version cinéma et cette version est absolument folle. Quasiment tout est mieux traité, évidemment vu que ça dure 4 heures, il y a quand même plus de temps pour développer les personnages, etc. Et même si ça dure 4 heures, honnêtement, je n'ai pas senti les 4 heures passer, et ça c'est quand même fou. Je n'ai pas senti les 4 heures passer car tout simplement pour moi toutes les scènes étaient un minimum utiles, étaient bien faites, surtout étaient excessivement bien mises en scène par Zack Snyder, ou étaient vraiment intéressantes quoi. Enfin, pour moi ce film est une réussite sur quasi toute la ligne. Au niveau de la BO c'est absolument incroyable, je me rappellerai toujours surtout de cette scène avec Flash vers la fin, j'en dis pas plus pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais c'est une scène où Flash va faire des trucs avec le temps, etc. Et clairement cette scène est la meilleure scène du film à mon sens, et avec une musique exceptionnelle de Junkie XL, il me semble que c'était Junkie XL qui a fait la BO. Mais voilà, c'est un film totalement épique, un plaisir immense durant 4 heures, des thématiques vraiment intéressantes dans le genre du super-héros, et clairement on verra pas ce genre de film tous les ans, donc faut en profiter. On peut juste espérer que l'univers de Snyder soit restauré, mais honnêtement ça semble un peu mort. Mais c'est pas grave, au moins on a eu la trilogie qu'on voulait avec Man of Steel, Batman vs Superman et ce Zack Snyder Justice League, et rien que ça me suffit. On passe maintenant à la 8ème place. En 8ème position, Méandre. Laisse-moi sortir! Méandre, c'est l'un des premiers films que j'ai vu lorsque les cinémas ont réouvert. Il me semble que j'avais vu d'abord Demon Slayer, ensuite Tom et Jerry qui était pas forcément incroyable, et du coup il me semble après que j'ai vu ce film, et clairement ce film est incroyable. C'est un film français qui raconte l'histoire d'une femme qui va se retrouver bloquée dans une sorte de tube où elle va devoir avancer et éviter des pièges pour sa survie. C'est vraiment un film, un survival horror, je sais pas, enfin ça c'est plus pour le genre du jeu vidéo, mais bref vous voyez ce que je veux dire, c'est un film de survie où notre protagoniste va devoir essayer d'avancer avec de nombreux pièges assez sadiques, et clairement l'ambiance de ce film je l'ai trouvé absolument dantesque. L'actrice principale est très très bonne, franchement il y a rien à dire, elle porte le film sur ses épaules, et mais franchement c'est surtout l'ambiance que j'ai retenu, la mise en scène de Mathieu Turi est vraiment incroyable, franchement c'est un immense plaisir. Ce Méandre, quand je l'ai vu au cinéma j'étais à fond dedans, et je suis très content qu'il soit sorti en Blu-ray. Je l'ai acheté le jour de sa sortie parce que c'est clairement un film que je veux soutenir, car des films comme ça en France de cinéma de genre on n'en voit pas tous les jours, et c'est clairement une petite pépite du cinéma de genre français que je ne peux que vous recommander. Passons maintenant à la 7ème place. En 7ème position, Mourir peut attendre. Lui aussi on l'a beaucoup attendu quand même. Ce Mourir peut attendre, il me semble que ça fait plus d'1 an et demi qu'il est reporté, et on a enfin pu le découvrir
au cinéma, et ça fait plaisir. Franchement, je préfère attendre 1 an et demi pour le voir au cinéma plutôt qu'ils le mettent sur une plateforme de streaming. Moi, c'est ce que je pense. Mais dans tous les cas, ça a été un immense plaisir de découvrir ce chapitre final des aventures de Daniel Craig en James Bond. J'ai fait un live où je faisais mon petit top des films de Daniel Craig en James Bond, parce que c'est les seuls films James Bond que pour l'instant j'ai vu. Je compte rattraper évidemment le reste de la saga un jour, mais pour moi, Ce Mourir peut attendre, c'est le 2e meilleur film de l'ère Craig, juste en dessous de Skyfall. Personnellement, vraiment, Ce Mourir peut attendre, je l'ai adoré. Il a quelques petits défauts, mais franchement, déjà en termes de réalisation, c'est absolument bluffant. C'est pas au niveau de Skyfall évidemment, mais voilà, il se passe quelque chose. Au niveau de la musique de ce film est absolument exceptionnelle, au même niveau que Skyfall pour moi, parce que c'est Hans Zimmer, donc évidemment c'est incroyable, et la musique de fin, surtout lors de la scène majeure du film à la fin, est vraiment absolument splendide, je la réécoute aussi souvent. Daniel Craig est vraiment investi dans son rôle, et franchement j'ai aimé tous les acteurs de ce film, que ce soit Rami Malek en méchant, mais aussi Léa Seydoux, qui est beaucoup critiquée, mais honnêtement je trouve qu'elle fait vraiment le taf. Même si Rami Malek, malheureusement, c'est pas un méchant incroyable, c'est ça qu'on peut regretter. L'interprétation de Rami Malek est excellente, mais le méchant est pas ultra intéressant, c'est peut-être le plus gros défaut du film, mais franchement c'est un détail pour moi parce que le reste est assez épique, c'est même plutôt drôle à certains moments, les personnages sont vraiment très attachants et très sympas à suivre, et voilà, moi j'ai pris mon pied pendant 2h30, je crois que le film il dure 2h30, et voilà, c'est l'un des meilleurs blockbusters que j'ai vu cette année. En tout cas, je suis très content de cette conclusion, je pense que ça se voit étant donné qu'il est dans mon top, mais j'ai très hâte, en tout cas, de connaître le prochain acteur qui va incarner James Bond. Et au passage, là encore, j'en ai fait une critique sur ma chaîne si vous voulez un peu plus de détails. On continue doucement pour arriver à la 6ème place. En 6ème position, La Proie du Nombre. Owen, c'est pas vrai. C'est bien toi. La Proie du Nombre, c'est clairement le film qui m'a le plus tendu cette année. J'étais véritablement scotché à mon siège durant la plupart des scènes de ce film, je l'avais découvert du coup lors du festival de Deauville, je vous en ai fait une critique d'ailleurs, si ça vous intéresse pour avoir pas mal de détails, mais c'est clairement mon coup de cœur de ce festival, en tout cas de peu de films que j'ai vus, et moi j'ai absolument adoré ce film. Je trouve que le scénario est vraiment malin, encore une fois il y a plein de rebondissements assez inattendus, il y a un petit côté fantastique qui se met doucement en place que j'aime beaucoup, qui peut être un peu barré pour certaines personnes, mais moi je trouve que ça reste à peu près logique, en tout cas logique, c'est assez fantastique et assez barré, mais moi j'ai aimé la manière dont ça a été amené, et surtout toute la mise en scène qui se joue avec ça, parce que clairement la mise en scène de base est excellente, mais alors quand on commence petit à petit à basculer vers quelque chose d'un peu plus étrange, la mise en scène se permet des folies visuelles absolument dingues, et clairement c'est une petite pépite visuelle. Et là encore, des performances d'acteurs incroyables, surtout pour l'actrice principale Rebecca Hall, qui est absolument époustouflante. C'est un film qui est pas mal passé inaperçu malheureusement, elle n'a pas fait beaucoup d'entrées, mais en même temps je crois qu'il est sorti le même jour que Dune, donc évidemment c'était un peu compliqué de se faire une place, mais personnellement moi j'ai préféré ce film à Dune. Moi je peux que vous conseiller, bon, même si c'est pas très comparable, mais en tout cas je ne peux que vous conseiller ce film, c'est pour moi l'un des meilleurs thrillers de cette année, c'est un excellent film un peu fantastique avec une histoire vraiment ultra intéressante. Passons maintenant à la 5ème place. En 5ème position, et là encore je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout être d'accord, Candyman. My victim. This isn't real. It's not real. Candyman. Où ce film il a beaucoup de détracteurs. Ce Candyman de 2021 est donc une suite au premier film qui est sorti dans les années 90 il me semble, et du coup je peux vous dire que j'ai vu que le premier, du coup après avoir vu d'ailleurs ce film de 2021, le premier est vraiment très très bon, franchement c'est un classique mérité du cinéma d'horreur, avec une bande originale vraiment excellente, et du coup ce film de 2021, il y en a beaucoup qui ont dit que c'était une suite, ou un reboot, c'est un peu entre les deux, vraiment inutile, qui servait à rien, qui apportait rien de mythologie. Pour moi, c'est totalement le contraire, sachant que je l'ai découvert avant d'avoir vu le film des années 90. Pour moi, ce Candyman de 2021, c'est un film vraiment excellent.
Déjà c'est un film qui au niveau de l'horreur je trouve fonctionne bien, c'est pas au niveau de la prod du nombre, c'est pour ça que je trouve quand même que c'est la prod du nombre qui me tente le plus, mais il y a quand même certaines scènes qui sont vraiment plutôt impressionnantes, je pense à une scène dans un ascenseur notamment, c'est pas du grand art mais voilà c'est vraiment bien fait. Au niveau de la bande originale ça a été beaucoup décrié, genre énormément, alors il n'y a pas un thème aussi incroyable que le thème des années 90 de Candyman qui effectivement est assez culte, mais franchement la bande originale est vraiment cool, il y a une reprise déjà de ce thème des années 90, une façon un peu à la boîte à musique qui est vraiment vraiment perturbante et plutôt j'allais dire agréable à écouter, mais c'est parce que c'est vraiment dérangeant, c'est attirant, c'est assez étrange, bref ça représente bien d'ailleurs le film dans ce côté assez étrange et glauque, mais surtout la musique du début je la trouve vraiment incroyable, elle est réutilisée à certains moments du film je crois, mais dans tous les cas le générique est absolument exceptionnel, surtout grâce à la mise en scène qui est d'ailleurs pour moi l'un des points les plus importants du film. Clairement la mise en scène de ce film est incroyable, c'est la mise en scène de Nia DaCosta, notamment dans le générique on va voir ces plans sur les bâtiments retournés avec cette brume et c'est vraiment ultra perturbant avec la musique, franchement ça fonctionne hyper bien je trouve. Il y a plein d'idées visuelles incroyables dans ce film, je pense notamment à l'utilisation des miroirs dans le film, parce qu'on peut voir Candyman à travers les miroirs, et en fait vu que j'ai vu le film 2 fois, je sais pas vous expliquer pourquoi mais bref, j'ai pu voir lors de mon deuxième visionnage qu'il y a plein de scènes sans musique, où on se concentre pas dessus, où on peut voir le Candyman dans le miroir, et genre c'est à peine évoqué mais c'est juste pour t'installer le fait qu'il est un peu partout, et genre il y a vraiment des scènes où quand je l'ai revu j'ai fait ah mais il est là, il est juste à côté, et franchement rien que ça je trouve ça incroyable. Et ensuite au niveau de l'histoire, je suis désolé, tout le monde a dit que c'était vraiment pas intéressant, et aussi que c'était racisme anti-blanc, mais ça je préfère même pas en parler. Je trouve vraiment que l'histoire est vraiment ultra intéressante, réutilise le mythe du Candyman de manière plutôt logique, parce que il y en a qui disent que ça sert à rien, encore une fois, de mettre en avant les noirs et dire que tous les blancs sont méchants, etc. Et aussi qu'il y a que des bleus, il y a que des blancs qui meurent dans le film, ça c'est faux d'ailleurs, parce qu'il y a, dans un flashback, on voit bien qu'il y a des noirs qui meurent aussi, donc arrêtez avec cette propagande, s'il vous plaît. Mais surtout, Candyman, c'est quand même au cœur des thèmes de racisme, pas lutte des classes j'allais dire ça, mais c'est plus du coup le racisme dans ce cas-là, mais déjà dans le film des années 90, c'était quand même une thématique assez importante, donc ça me paraît pas déconnant d'utiliser cette thématique. Et encore une fois, il y a des noirs qui sont pas très gentils quand même dans ce film, on est d'accord là-dessus, je veux dire, sur la fin, le personnage que je ne vais pas révéler qui devient un peu fou et qui va faire quelque chose d'assez glauque avec le truc du Candyman, c'est pas un gars gentil, hein, désolé. Mais bref, je ne vais pas trop m'étendre dessus, c'est clairement un film que j'ai adoré, vraiment, hein, j'ai adoré ce Candyman version 2021, je peux comprendre qu'on n'ait pas aimé, après, de là à dire que c'est une daube, ça je ne peux pas comprendre, hein, je suis désolé, encore une fois, faut arrêter avec ce genre de termes ultra négatifs, c'est pas une daube, il y a plein de trucs super bien dans ce film, mais bref, moi j'ai adoré ce Candyman, et je ne peux que vous conseiller de regarder ce film si vous ne l'avez pas encore vu. On arrive presque au podium, mais avant, la 4ème place. En 4ème position, Boîte Noire. Alors, Boîte Noire, c'est un thriller français de Yann Gozlan qui est absolument exceptionnel. Il y a une critique sur ma chaîne si vous voulez un petit peu plus de détails, même si elle est assez courte il me semble, mais dans tous les cas, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez y aller. Mais en tout cas, sachez que c'est un thriller avec une tension qui constante, clairement, qui n'est pas ultra forte comme La Proie du Nombre, mais disons que vraiment on ressent la tension par rapport au scénario, ce scénario qui va vraiment aller dans des zones assez étranges et qui va être plein de rebondissements. C'est vraiment un thriller un peu conspirationniste qui est vraiment palpitant, avec un Pierre Niney au sommet de son art, hein, clairement Pierre Niney, acteur exceptionnel, et là il le prouve encore, son personnage est vraiment ultra mémorable, et c'est pareil d'ailleurs pour le reste du casting, mention spéciale à André Dussolier également que j'aime beaucoup. Le travail du son surtout est absolument incroyable, c'est dommage pour ceux qui n'ont pas pu le voir en salle, parce que clairement au cinéma, le travail sur le son au moment où ils mettent le casque, ou où ils vont réécouter les enregistrements de La Boîte Noire, etc., bah clairement c'est là où on est vraiment immergé dans cet univers, où on est à fond dans le délire, et en termes de mise en scène, pareil, c'est vraiment très créatif, c'est pas non plus une créativité débordante, mais en tout cas c'est une mise en scène très efficace, avec quelques bonnes idées par-ci par-là, et dans tous les cas une mise en scène qui est très claire et qui, franchement, ouais, très efficace, c'est ça le mot que j'ai envie de donner. C'est clairement l'un des meilleurs films français de cette année, ça prouve bien qu'en France on sait faire des très bons films, et je le redis encore une fois, d'ailleurs il y a une vidéo qui va arriver prochainement sur le meilleur du cinéma français en 2021, qui va me permettre de vous montrer qu'en France on sait faire des très bons films, il n'y a pas que des comédies bêtes.
Bref, je ne peux que vous conseiller ce Boîte Noire, c'est un thriller de haute volée, clairement l'un des meilleurs films de cette année, je ne peux que vous le conseiller, jetez-vous dessus. Et on arrive au podium, le podium de cette année 2021. En troisième position, Le Sommet des Dieux. On a perdu trop de temps. La fenêtre est trop courte. Damacy, réveille-toi. Laisse-moi. Pourquoi tu fais ça? Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Y a plus que ça qui compte. Le Sommet des Dieux, c'est un film français d'animation adapté d'un manga japonais, il me semble, qui a le même nom, je crois. Je sais pas si c'est un manga japonais ou un manga français, mais dans tous les cas, c'est une adaptation d'un manga. Et c'est un film qui, là, par contre, est vraiment totalement passé inaperçu, et je trouve ça scandaleux, parce que c'est le meilleur film français que j'ai vu cette année. Ce film est une pépite. C'est déjà un film d'animation au style visuel unique, avec une animation splendide, qui n'est pas évidemment au niveau des plus grands studios américains, mais franchement, ça a une patte visuelle vraiment excellente. L'histoire est vraiment intéressante, ça va se concentrer du coup sur l'alpinisme, sur cette envie de vouloir toujours plus, de vouloir monter toujours plus haut, de vouloir toujours grimper, et du coup ça va aborder certaines thématiques assez difficiles, comme la responsabilité de porter, je sais pas, des accidents qui peuvent arriver en grimpant sur la montagne, la survie, ou l'envie de gloire, enfin bref, plein de thèmes vraiment intéressants que je peux pas vous résumer sans vous spoiler, mais dans tous les cas, rien qu'en termes d'histoire, c'est vraiment plutôt palpitant. Mais moi, ce qui m'a mis le plus sur le cul, c'est la bande-son. La bande-son de ce film est exceptionnelle. Exceptionnelle. Je n'ai pas d'autre mot. Et tout le travail sur le son est absolument formidable, aussi bien la bande-son que le mixage sonore, le montage sonore, bref, c'est au niveau du son, c'est pour ça qu'au cinéma, franchement, vous auriez dû aller le voir au cinéma, parce que clairement, au cinéma, c'était une expérience incroyable. Et vu que déjà le style visuel est absolument magnifique, couplé à cette bande son absolument magnifique, à ce mixage sonore très bien fait, avec en plus une histoire très palpitante, très galvanisante, qui aborde des thèmes vraiment ultra forts, franchement, c'est un film qui m'a marqué, qui m'a vraiment marqué, que j'ai absolument adoré, et je ne peux que vous conseiller Le Sommet des Dieux, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année, jetez-vous dessus, je le dis encore une fois, je dis beaucoup jetez-vous dessus, mais c'est parce que, voilà, j'ai envie que vous regardiez ces films, parce que c'est vraiment des films excellent. Mais bref, Le Sommet des Dieux, c'est absolument exceptionnel. On se rapproche petit à petit du numéro 1, mais juste avant la deuxième place. En deuxième position, The Father. What about me? Dad. Who exactly am I? The Father, c'est clairement le film qui m'a le plus bouleversé cette année. Mais genre, vraiment. Au départ, c'était un film qui ne m'intéressait vraiment pas du tout, mais la bande-annonce m'a beaucoup attiré, parce que la bande-annonce déjà est exceptionnelle, clairement, c'est l'une des meilleures bandes-annonces que j'ai vues cette année, et donc je me suis laissé tenter, et je crois que j'ai bien fait. J'ai vraiment bien fait de découvrir ce film. Honnêtement, c'est un film qui m'a déprimé comme jamais. À la fin du film, pendant au moins 5 à 10 minutes, je ne rigole pas, j'étais en larmes. Mais genre, en larmes, des vraies larmes, des bonnes grosses larmes. J'étais vraiment en train de pleurer toutes les larmes de mon corps après avoir vu ce film. C'est un film qui m'a vraiment bouleversé, qui m'a filé des frissons, qui m'a limite fait mal au cœur. C'est un film qui traite du coup d'Alzheimer, en tout cas de comment l'entourage de Anthony Hopkins et même lui-même va réagir au fait que en fait il commence à perdre la mémoire, il commence à devenir un petit peu fou, à penser qu'il y a des objets qui se déplacent, à voir sa fille changer de visage, enfin bref, des choses absolument horribles à mon avis à vivre. Et clairement cela est très bien retranscrit par la mise en scène qui est excellente, la mise en scène de Florian Zeller est vraiment impressionnante, pareil pour la BO est assez discrète la plupart du temps, mais notamment durant son générique de fin justement quand les crédits apparaissent, et que je viens de me rendre compte que je viens de voir sur moi un vrai chef-d'œuvre, et la musique de Ludovico Einaudi, je crois que c'est ça, c'est le compositeur d'Intouchable notamment, clairement cette musique est splendide. Mais bref, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les films de mai-juin si vous voulez un petit peu plus de détails, mais ouais, c'est clairement le film qui pour moi allait être en première position, parce que comment est-ce possible d'avoir un film qui puisse plus t'atteindre que ce film qui clairement t'a retourné. Clairement ça m'a retourné ce film, je ne peux que vous conseiller The Father, c'est un chef-d'œuvre. Je le dis, c'est un chef-d'œuvre d'émotion, avec une performance d'Anthony Hopkins exceptionnelle, pareil pour les autres acteurs d'ailleurs, mais voilà.
Si vous avez pas vu The Father, c'est l'un des meilleurs drames de l'année, même le meilleur à mon sens, et voilà, un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Mais il n'est qu'en 2e position. Et je vais un peu me répéter par rapport à la vidéo de mai-juin, mais j'ai vu un film juste après The Father, et on va dire que ce film m'a plutôt marqué. Si vous me connaissez un petit peu, je pense que vous n'y aura pas trop de suspense. En première position, Luca. Je connais le problème. T'as un Bruno dans la tête. Un Bruno? Dis Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Fort. Ah, Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Tu l'entends encore? Non, que toi, c'est tout. Voilà. Allez, accroche-toi. Bruno, Silenzio. C'est devenu mon film préféré. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais éviter de trop me répéter par rapport à mes vidéos que j'ai faites pour les films de mai-juin, même si au final je disais pas grand chose, parce qu'en fait je n'avais clairement pas assez de recul pour définir est-ce que c'est vraiment mon film préféré, est-ce que c'est vraiment le film qui m'a le plus marqué de ma vie. Bah honnêtement, j'ai pris du recul, hein, je vous jure que je me questionne encore, mais non, c'est clairement le film que j'ai le plus aimé voir de ma vie. Mais genre de loin. Avant c'était Interstellar, mon film préféré, et clairement j'ai vu ce film Luca, et c'est assez étrange parce que c'est pas un film qui m'a excessivement fait pleurer, mais ça m'a fait quand même pleurer hein, évidemment, mais c'est surtout un film, quand je le regarde, c'est le film devant lequel je me sens bien en fait. Je me sens bien, je suis vraiment dans un autre monde, j'ai envie en fait de vivre dans cet univers de Luca, franchement c'est déjà dans cette ambiance un peu italienne durant les années 30-40, enfin je sais pas de quelle époque ils se sont inspirés, mais c'est clairement une époque qui est absolument splendide, avec les Vespa, avec cette ville typique d'Italie, Porto Rosso, enfin bref, c'est vraiment un cadre déjà que je trouve absolument splendide, magnifié évidemment par l'animation de ce film qui est parfaite, j'ai pas d'autres mots, parfaite. De même pour la bande originale de Dan Romer, que je trouve sublime, c'est devenu ma BO préférée en même temps que mon film préféré. Je trouve que son travail est absolument incroyable, c'est une BO à la fois légère, avec des notes vraiment très sympathiques, mais c'est surtout une BO puissante quoi, enfin moi ça m'a vraiment marqué. Et bien sûr, l'histoire m'a vraiment galvanisé quoi. J'étais à fond dedans, les personnages je les trouve absolument tous attachants, pour moi ils sont tous parfaits, que ce soit Luca évidemment, Alberto qui est vraiment le pote super sympa mais qui cache un petit secret qui le rend d'autant plus intéressant, pareil pour Giulia, mon personnage préféré de ce film, une pépite, c'est une pépite cette petite fille, c'est clairement l'un de mes personnages préférés, toute fiction confondue, parce que c'est une petite fille qui a la pêche, qui a un caractère bien trempé, avec ses expressions en plus en italien, où il dit souvent Santa Mozzarella ou ce truc comme ça. Enfin, moi ça m'a vraiment, ça me faisait rire quoi, je trouvais ça touchant. Et croyez-moi, j'en veux tellement à Disney de l'avoir sorti sur Disney+. Mon film préféré, je ne pourrais pas le voir au cinéma. Est-ce que vous vous rendez compte du crime que c'est? Franchement, là ça revient avec la vidéo que j'ai sortie il y a 2-3 jours sur Je déteste Disney par rapport au fait qu'ils allaient mettre Alerte Rouge également sur Disney+, décision totalement stupide, mais je vais pas m'étendre là-dessus. Mais bref quoi, c'est sûrement mon film préféré, et je vais pas pouvoir le voir au cinéma, et ça me dégoûte, ça me rend triste, tout ça parce que cette entreprise a préféré sacrifier ce film en le mettant sur Disney+, plutôt qu'en, je sais pas, tout simplement en le reportant. Vous pouvez le reporter, hein, c'est pas gravissime. Ils l'ont pas fait. Écoutez, je ne suis personne pour décider à leur place. Moi ça me rend triste. Et peut-être que c'est pas les personnages les mieux développés de l'histoire du cinéma, peut-être même que c'est pas le meilleur film de tous les temps, et moi-même je le reconnais. C'est pas un film exceptionnel, c'est je pense pas le meilleur film de Pixar si on parle de travail sur les thématiques, sur la mise en scène, etc. Mais la vache, c'est un film qui m'a marqué quoi. C'est le film devant lequel j'ai le plus pris de plaisir dans ma vie, et je pense que les émotions ça se discute pas quoi. Alors peut-être que c'est pas le meilleur film de 2021, certains l'ont même mis dans leur pire film, dans leur déception. Personnellement, dans tous les cas, je trouve ça excessivement exagéré, mais en soi, je m'en fous. Moi, c'est juste que c'est un film qui m'a marqué, qui m'a bouleversé,
qui m'a profondément fait plaisir. Et bah voilà quoi, c'est devenu mon film préféré. Maintenant j'ai quasiment plus aucun doute. Luca, c'est clairement devenu mon film préféré. Voilà, c'est la fin de ce top film 2021, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Je vous invite bien entendu à partager votre top personnel dans les commentaires, ça me ferait plaisir de le lire, et bah, tout ce que je peux vous dire c'est que moi ça a été ma meilleure année cinéma, j'ai pu voir ce qui est devenu, je pense, mon film préféré, donc ça quand même, c'est plutôt cool, et enfin voilà quoi. De toute façon moi je préfère honnêtement vous donner mes tops purement personnels plutôt que vous donner des tops objectifs, parce que moi j'ai envie de parler des films qui me font plaisir, parce que j'ai ouvert cette chaîne avant tout pour me faire plaisir et pour parler des films que j'aime. Donc j'espère que ça dérangera pas certaines personnes, mais moi je continuerai comme ça jusqu'à la fin de cette chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour mes attentes pour 2022, il va y avoir un live mercredi prochain au moment où je sors cette vidéo, donc je vous invite à venir si vous avez envie de découvrir quelles sont mes attentes, on pourra en discuter d'ailleurs, et un peu plus tard vous aurez le meilleur du cinéma français en 2021. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.